Alors, si réussir le développement de sa start-up en France n'est déjà pas simple, alors partir à la conquête de marchés internationaux peut s'avérer osé, périlleux, surtout si on ne se pose pas les bonnes questions. Alors, quel marché ou pays cibler en priorité? Pourquoi? Quelle stratégie de conquête? Faut-il s'associer à un partenaire local? Autant de questions donc que s'est posée la société Accurate, puisqu'il s'agit effectivement d'elle. Au moment de faire le grand saut, on va voir avec notre invité quelques recettes et erreurs à éviter pour réussir son internationalisation. Bonjour Brune de Linares. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes Chief of Sales de la société Accurate. Vous êtes bien InsurTech 2020, c'est bien ça. Bon, bravo. Vous nous présentez Accurate en quelques mots? Oui, donc Accurate, c'est une InsurTech, donc start-up tech dédiée au monde de l'assurance et plus particulièrement au processus de tarification de produits d'assurance. Donc assurance non-vie et assurance santé. Ça marche comment? Donc on a développé des algorithmes d'intelligence artificielle qui permettent de transformer ce processus de tarification, donc d'accélérer le processus de tarification, mais en conservant une transparence, un contrôle sur les modèles qui sont créés. C'est un cas d'usage et une industrie qui est régulée et donc la transparence des modèles créés est absolument essentielle pour les assureurs et donc c'est en ça qu'on a une approche disruptive sur le marché. Alors on va parler de votre présence à l'étranger. Où êtes-vous aujourd'hui et quand votre développement international a-t-il commencé dans l'histoire de l'entreprise? Alors aujourd'hui, on a plus d'une trentaine de clients dans 15 pays différents. Donc on est vraiment international depuis le début. On a des bureaux à Paris, à Londres et à New York et on prévoit d'en ouvrir un en Asie. Mais je dirais qu'on a vraiment construit la société en la pensant globale dès le début. Et d'ailleurs, exactement, les ressources chez Accurate, qu'elles soient à Paris, à Londres ou aux États-Unis, sont de nationalités très différentes. Donc on parle anglais dans les bureaux. C'est combien de personnes en tout hors de France? Aujourd'hui, 65 personnes. 65. Alors en dehors de France, alors 5 aux États-Unis et 3 à Londres et des perspectives de croissance dans les mois à venir. Et pourquoi dès le départ c'était dans la réflexion? Donc, nous, le marché était trop limité sur la France? Exactement. Donc nous on s'adresse aux assureurs, aux grands assureurs. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans le processus de tarification, quel que soit le pays et l'endroit dans le monde, même si les régulations divergent, en tout cas le processus de modélisation est le même. Donc le marché est forcément global et ce qui est aussi un des éléments clés pour pouvoir garantir le succès d'une start-up et d'une entreprise comme Accurate. Donc il a fallu qu'on puisse réfléchir à comment est-ce qu'on peut adresser un marché mondial dès le début et donc pas forcément commencer par un marché franco-français pour ensuite se développer. Comment vous avez choisi les premiers pays dans lesquels vous alliez vous développer? D'ailleurs, quel a été le premier? Est-ce que vous avez vu large ou est-ce que vous avez dit on va d'abord tester sur un pays en particulier? Alors, on a forcément démarré sur la France et l'Europe pour les premières discussions avec nos clients, pour pouvoir bien valider le produit, l'adéquation du produit. Mais on a très vite, finalement, par le biais aussi des déploiements dans les grands groupes internationaux d'assureurs, adressé d'autres pays. Donc aujourd'hui, on a AXA Colpatria, donc en Colombie, qui utilise la solution, qui est une référence officielle. Voilà, on a des clients au Japon, au Chili. Donc on a finalement aussi été un peu opportuniste en travaillant avec des grands groupes d'assurance pour pouvoir adresser un marché qui est global. Et quand vous ne passez pas par les grands groupes, vous avez des appuis, vous appuyez sur des relais locaux ou pas? Alors on a depuis le début une stratégie de partenariat qui est très forte avec beaucoup d'entreprises, soit éditeurs de logiciels, soit cabinets de conseil en actuariat. Et donc l'idée c'est aussi de pouvoir construire sa crédibilité, son go-to-market avec des partenaires locaux qui connaissent le marché et qui peuvent nous aider à rentrer sur ces marchés et avoir les bonnes discussions. Bon, quand vous nous le racontez, ça a l'air d'être assez simple. Ça n'a sans doute pas été. Qu'est-ce qui vous a ralenti finalement dans ce développement, les pièges, les obstacles effectivement que vous avez pu rencontrer? Alors, je pense qu'on a vécu en plus la crise du Covid au milieu de tout ça, mais qui finalement a été presque une opportunité pour nous. Avant le Covid, l'ensemble des meetings étaient des meetings physiques, donc on se déplaçait pour voir les assureurs, pour faire ses premiers rendez-vous, ses premières démos. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, du coup, c'est une contrainte qu'il faut pouvoir gérer. Je pense que le fait d'avoir plus d'activités à distance nous a permis d'être beaucoup plus efficaces, plus productifs, avoir une capacité à finalement gérer plus de discussions en parallèle. Donc ça a réglé finalement un des challenges qui est le temps qu'on a pour pouvoir adresser l'ensemble de ce marché qui est énorme. Après, je pense qu'il reste toujours un besoin de comprendre les enjeux locaux, de comprendre les spécificités des marchés et puis aussi des problématiques de langue. Même si l'anglais est parlé à peu près partout, c'est pas forcément très simple pour tout le monde d'avoir des équipes d'actuariat qui parlent parfaitement anglais. Donc voilà, donc on a dû aussi construire des équipes avec vraiment plusieurs qui parlent portugais, espagnol, italien, allemand,
Ceux qui nous regardent et qui se disent effectivement moi j'ai envie de me lancer à l'international, est-ce qu'ils se disent mais c'est très consommateur de cash finalement, non, au départ? Alors je pense qu'il faut différencier tout ce qui est B2C ou B2B de masse et ce qui relève du B2B vis-à-vis des grands comptes. D'accord. Donc nous, on a fait le choix au démarrage d'avoir des équipes qui sont centralisées dans des hubs, donc à Paris, à Londres et à New York, et de ne pas localiser des équipes dans chaque pays, ce qui est très consommateur de cash. Bien sûr. Je pense qu'aujourd'hui, on a des facilités pour pouvoir discuter, avoir des conversations, se déplacer, rencontrer les gens sans forcément ouvrir des bureaux partout dans le monde. Et ce qui donne donc des possibilités de tester une traction, rentrer sur un marché, construire les premières références avant d'installer les bureaux locaux et d'avoir une capacité à vraiment déployer des ressources sur place. Est-ce que ça ne rassure pas les investisseurs finalement quand on est présent à l'international, une start-up à l'international, on dit waouh, oui. C'est toujours, je pense que les fonds d'investissement, c'est toujours une question de taille de marché. Ouais. Plus le marché est large et grand et plus la possibilité de succès est importante. Donc oui, je pense que c'est une des dimensions importantes. Et dans l'assurance, il n'y a pas tant de cas d'usage qui sont globaux par nature et qui permettent d'adresser un marché qui est global. Donc oui, je pense que c'est un des éléments, il faudra demander à nos investisseurs. Mais vous, en tout cas, ça a joué, vous avez senti que ça avait joué ou pas? Ah oui, je pense que ça a joué. Ouais. Ça a joué et ça a joué aussi dans notre ambition, dans la façon dont on a pensé la construction des équipes, dont on a pensé notre stratégie commerciale. Oui, c'est un des éléments qui est déterminant dans la constitution d'Accurate. Et ce moment justement de clé de la levée de fonds, du choix des partenaires financiers, est-ce que c'est pas propice finalement au lancement de son offre dans un nouveau pays? Alors, je pense qu'il y a des expertises qui sont extrêmement importantes et il y a des marchés qui sont très compliqués. Donc, basiquement, les États-Unis et la Chine, c'est pas les marchés sur lesquels il est le plus simple de rentrer. Donc, bénéficier d'une expérience, d'un réseau, d'une capacité à comprendre les enjeux, c'est quelque chose qui est, je pense, important, et en tout cas qui l'a été, nous, quand on a fait nos levées de fonds. Et aussi, il y a une capacité à construire dès le début et à accepter qu'on construise dès le début une entreprise qui est globale et ne pas attendre de faire un pays pour pouvoir en lancer un suivant. Je pense que ça, c'était aussi essentiel. Ah, d'accord. Dans la stratégie, c'est un conseil que vous donnez en tout cas. Ouais. Alors, je pense qu'à nouveau, très dépendant du business model qu'on a, en tout cas sur du logiciel grand compte, je pense qu'adresser rapidement, en tout cas se structurer rapidement pour pouvoir adresser un marché mondial me paraît important. Comment, selon vous, cette année 2022 se profile côté business? Bien, j'espère. Oui. On sent que ça repart, en tout cas, oui, visiblement. on sent que ça repart. On sent qu'on reprend des discussions aussi en physique, en face à face. Et ça fait du bien parce que les Zooms et les Meet, on est content de reprendre des discussions. Mais vous allez moins vous déplacer à l'étranger. Il y a des habitudes qui vont rester quand même. Je pense que ça va être beaucoup plus équilibré. Et je pense qu'on se déplacera pour certaines étapes, à certains moments, mais qu'il y aura un côté moins systématique. Et donc pour nous, voilà, encore une expansion internationale, des nouveaux modules qui sortent chez Accurate pour du reporting, de la modélisation de la demande. Donc voilà, encore une année riche devant nous. Mais optimiste en tout cas sur 2022. Ah oui, très optimiste. Ouais. Et vous voyez comment la Accurate en 2025? C'est quoi votre horizon? Les pays dans lesquels vous avez envie d'aller et qui peuvent vous résister encore? Alors, donc nous, notre ambition, c'est d'être le leader sur le processus de tarification de produits d'assurance. Donc on a une forte ambition mondiale. Donc je nous souhaite d'être présent dans l'ensemble des pays avec des références et voilà, de continuer sur 15 pays aujourd'hui, vous imaginez que dans 3 ans, vous serez dans combien? Allez. La limite, je sais pas, 50. Il n'y a pas de limite. Ouais. Juste pour terminer, pour les startups qui nous regardent aujourd'hui, une stratégie internationale, les deux, trois grands thèmes dont il faut se saisir. En tout cas, dans la démarche, on commence par quoi? Les grandes étapes. Alors, je pense qu'il y a déjà une réflexion à avoir sur un besoin de localisation du produit ou pas. D'accord. Donc, est-ce que mon produit est en adéquation avec l'ensemble des marchés au niveau mondial? Est-ce que je dois l'adapter? Une fois qu'on a répondu à cette question, il y a une réflexion à avoir sur la localisation de l'approche commerciale et de l'approche marketing. Comment est-ce que j'existe sur ce marché-là, même si j'ai un produit qui est identique partout dans le monde, exactement. Et ensuite, je pense qu'il y a une vraie réflexion sur l'exécution et la capacité à avoir une exécution qui reste professionnelle, constante et qui conserve les aspects culturels de l'entreprise qui a été créée. Pas se renier. Exactement. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour vos éclairages. On a parlé d'investissement il y a quelques instants, mais on va continuer. On va en parler de l'investissement dans un instant parce qu'il est extrêmement important dans le secteur de l'assurtech. Sans doute ne l'a-t-il jamais été autant. On va prendre le temps de découvrir ce qui se cache derrière un investissement, les critères qui l'emportent, le poids de l'humain dans ses décisions. Ce sera dans un instant avec notre invité.